trop longtemps délaissé par l'histoire. Qui vous connaît vraiment? Bonjour à tous, je vous retrouve pour le deuxième volet de cette série de vidéos consacrée à l'Égypte antique. Dans l'épisode numéro 1, nous avions commencé à répondre à une critique qui est très fréquente concernant les Noirs qui affirment que l'Égypte antique était africaine. Nous avons montré qu'en réalité, cette idée d'une Égypte africaine n'a pas commencé avec les Noirs, mais a commencé avec les Blancs eux-mêmes. C'est la communauté scientifique blanche qui, pendant un certain temps, avait accepté tout à fait l'idée que l'Égypte antique était africaine. Eh bien, la dernière fois, c'était une ébauche. Nous allons maintenant commencer à développer cette idée avec ce deuxième volet. Nous allons essayer de montrer comment cette idée d'une Égypte africaine a-t-elle commencé à germer au sein de la communauté scientifique européenne et comment finalement elle s'est imposée. Alors, dans un premier temps, je vous montre ce livre-ci, Égypte ancienne, donc qui a été rédigé par Jacques-Joseph Champollion-Figeac. Alors, ce livre a une importance capitale parce que c'est à partir de ce livre que la contestation de l'idée que l'Égypte antique était africaine va véritablement s'imposer. C'est-à-dire qu'avant, il y avait effectivement déjà des personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'idée que les Égyptiens étaient noirs, mais c'est à partir de ce livre que l'égyptologie officielle va véritablement rejeter l'idée que les Égyptiens de l'Antiquité étaient noirs. Donc ce livre de Champollion-Figeac a été publié en 1839. Alors nous en reparlerons de manière plus approfondie dans un épisode futur lorsque nous essaierons de comprendre le pourquoi de cette contestation. On va quand même regarder la première phrase. Lorsque Champollion-Figeac lance cette contestation. Alors j'en profite quand même pour rappeler brièvement, parce qu'il ne faut pas confondre entre les deux Champollion. Alors il y avait Champollion, Jean-François Champollion, d'accord, qui est le père de l'égyptologie moderne. C'est lui qui a déchiffré les hiéroglyphes le 14 septembre 1822. Et puis il y a son frère aîné, donc qui est Jacques-Joseph Champollion-Figeac. C'est lui qui, après la mort de Jean-François, va publier ses travaux. Donc on va éviter la confusion entre les deux. Donc Champollion le jeune, le déchiffreur des hiéroglyphes, et Champollion-Figeac, son frère aîné, qui était également archéologue et qui, après la mort du père de l'égyptologie, va publier ses travaux. Alors ces travaux, il les a compilés, hein, donc par exemple j'ai là une réédition de cette compilation, nous en reparlerons dans un épisode futur. Mais j'aimerais vous lire comment il lance les offensives, si on peut dire, sur l'idée que les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Noirs. Alors ce livre, je rappelle, il est publié en 1839. Alors à la page 26 de ce livre, voilà, donc là vous avez la section 9, population, et regardez la toute première phrase. L'opinion selon laquelle l'ancienne population de l'Égypte appartenait à la race nègre africaine est une erreur qui a longtemps été adoptée comme une vérité. Alors là, la tournure de cette phrase est très intéressante parce que ici, Champollion-Figeac, donc lui considère que c'est une erreur, il veut la contester et il va la contester. Il va argumenter par la suite, hein, nous y reviendrons plus tard, mais ici il explique que ce que lui considère comme une erreur, ça a longtemps été adopté comme une vérité. Donc ici il confirme bien que pendant longtemps on a considéré comme étant une vérité le fait que les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Noirs. Je rappelle que nous sommes là en 1839, on est sous la traite négrière. D'accord? Donc, ce ne sont pas les Noirs qui considéraient
cela comme une vérité. Il parle bien ici des Blancs, des Européens, de la communauté scientifique. D'accord? Donc, je reprends cette idée en lien avec, avec ma vidéo précédente. Quand on dit que les, entre guillemets, les afrocentristes sont des racistes parce qu'ils prétendent que l'Égypte antique était noire, là, vous voyez bien ici que, voilà, Champollion Figeac confirme que c'était clairement reconnu comme étant une vérité, mais là, il ne parle pas ici des Noirs. Bien. Donc, nous reviendrons sur les arguments de Champollion Figeac plus tard. Aujourd'hui, on va juste essayer de comprendre comment l'idée que l'Égypte antique était africaine, comment cette idée a commencé à germer au sein de l'Europe et comment elle s'est imposée comme une vérité, pour reprendre les termes de Champollion Figeac. L'idée que les Égyptiens de l'Antiquité étaient d'origine africaine commence avec les missionnaires. Il y a dans les siècles passés des missionnaires en Égypte, des missionnaires européens, qui sont en Égypte dans le but de convertir les Égyptiens au christianisme. Et donc ces missionnaires vont vivre avec la population, ils vont apprendre leurs us et coutumes, leur histoire, ils vont être très familiarisés avec les différentes populations de l'Égypte. Et ce sont eux qui, enfin certains d'entre eux, qui vont commencer à nourrir la conviction selon laquelle l'origine de ces Égyptiens, c'est l'Afrique. Et donc certains vont en Europe rapporter cette idée-là, mais cela n'aura pas un impact très important. Là où ça commence à basculer avec Johann Friedrich Blumenbach. Alors, Blumenbach, c'est un médecin, anthropologue et biologiste allemand. Il est notamment spécialiste en craniométrie et il va examiner des monuments et des crânes égyptiens. Son objectif, justement, c'était d'essayer de déterminer quelle était l'origine des Égyptiens de son époque. Et donc, l'étude de ces crânes va lui permettre d'aboutir à des conclusions qu'il va publier dans un livre en 1775. Alors, ce livre publié en 1775 s'intitule « De l'unité du genre humain et de ses variétés ». Alors, ce livre est très intéressant parce que c'est la première véritable étude scientifique sur l'origine des Égyptiens. Et donc, la partie qui va un peu bousculer les mœurs européennes, les convictions européennes, se trouve à la page 200 de ce livre. À la page 200 de ce livre, Blumenbach déclare ceci: « Quant aux Égyptiens, je suis surpris que les antiquaires qui se sont occupés de cet ancien peuple ne lui aient reconnu qu'une seule et même forme de visage. L'examen comparé de leurs monuments m'a démontré qu'il y avait chez eux 3 physionomies bien distinctes. La première se rapproche de celle des nègres, la seconde de celle des Indiens, la troisième, propre au climat de l'Égypte, dépend de son influence et les 2 autres viennent s'y confondre par les progrès du temps. On la reconnaît à l'habitude spongieuse du corps, à la brièveté du menton et à la proéminence des yeux. » Donc là, c'est une première, parce que ici, Blumenbach délimite 3 physionomies distinctes dans l'étude des crânes égyptiens. Donc, il dit que la première physionomie s'approche de celle du nègre, la deuxième de celle des Asiatiques, et la troisième, c'est un peu un mélange, c'est propre au climat. Donc, en réalité, on a ici 2 types de physionomies distinctes, et la première qui mentionne, c'est celle du nègre. Donc, cette étude va avoir à l'époque un impact très important en Europe, parce que dans ce livre, en réalité, Blumenbach est en train de dire que les principaux ancêtres des Égyptiens, eh bien, ce seraient des nègres. Et qu'il y ait aussi
des Asiatiques, c'est parfaitement normal puisqu'on sait que de nombreux peuples ont transité et ont vécu en Égypte. Mais le premier qui est mentionné, ce sont les nègres. Donc ce livre va avoir, comme je l'ai dit, un grand impact. Il va être traduit en de nombreuses langues, dont en français en 1804. Et c'est à partir de là que l'idée selon laquelle les premiers Égyptiens étaient des nègres va commencer à germer. Mais du coup, d'autres scientifiques vont s'intéresser à cette question et vont essayer eux aussi de faire leurs propres analyses pour voir si elles confirment ou si elles infirment celles de Blumenbach. Les anthropologistes, tels qu'on les appelait à l'époque, notamment, vont faire de nombreuses analyses et leurs conclusions vont être conformes à celles de Blumenbach. Un autre personnage très intéressant va se pencher sur cette question, c'est le docteur Dominique Jean Larrey. Alors, le docteur Jarret, c'est un personnage très intéressant. D'abord parce que il est considéré comme un des plus grands médecins de l'histoire de France. C'était le chirurgien en chef de la Grande Armée, c'est-à-dire de l'armée de Napoléon. Il a servi lorsque la France était sous le régime du Directoire, puis du Consulat et du Premier Empire. Et il a accompagné Napoléon dans toutes ses expéditions militaires. Et ce médecin a une autre particularité, c'est que c'est le père du SAMU. C'est le père de la médecine d'urgence. C'est lui qui a inauguré ce principe-là d'aller soigner des blessés là où ils sont et de les transporter hors du lieu de danger. Là, je vous mets sous les yeux une ambulance moderne du SAMU. Et là maintenant, bien vous avez les ambulances de l'époque napoléonienne telles qu'elles avaient été mises en place par le docteur Larrey. Voilà, donc c'est à l'intérieur de cette sorte de charrette que l'on transportait les blessés pour les mettre en lieu sûr et les soigner. C'est le père du SAMU. Et donc c'est vraiment un éminent médecin dans l'histoire de la médecine française. Et cet homme, justement, a aussi voulu savoir qui étaient les ancêtres des Égyptiens. Donc, il va aussi, comme son collègue Blumenbach, étudier des crânes égyptiens. Et il va publier ses conclusions en 1803. Il va les publier dans cette notice sur la conformation physique des Égyptiens et des différentes races qui habitent en Égypte, suivie de quelques réflexions sur l'embaumement des momies par monsieur le baron Larrey. Vous pouvez retrouver également ces conclusions dans le livre qu'il a également publié en 1803, qui s'intitule « Relations historiques et chirurgicales de l'expédition de l'armée d'Orient en Égypte et en Syrie » par Dominique Jean Larrey, docteur de l'école spéciale de médecine de Paris, chirurgien en chef de l'armée d'Orient, de la garde des consuls, etc. Et ce livre, c'est d'ailleurs un livre qu'il avait dédié à Napoléon. Voilà, dans sa dédicace, il dit « Au premier consul Bonaparte, pour les soins particuliers qu'il a pris de nos blessés dans ses campagnes d'Égypte, de Syrie et le bien qu'il m'a fait, Dominique Jean Larrey. » Alors, que dit-il dans ses conclusions? D'abord, il va poser le cadre. Dans le premier paragraphe, il dit « Pour distinguer le caractère physique des vrais Égyptiens de celui des autres habitants de l'Égypte, il m'a paru indispensable d'examiner ces divers habitants dans leur rapport essentiel. Afin de procéder dans cet examen avec quelques méthodes, je les distinguerai, comme l'a fait un voyageur français, en 4 classes, savoir les Mamelouks, les Turcs ou Turcomanes, les Arabes et les Coptes. Voilà. Donc à l'époque, il distinguait bien la population, enfin l'Égypte en 4 populations distinctes. Il y avait donc les Mamelouks, les Turcs, les Arabes et les Coptes. Donc il va détailler les 4
race. Alors, je précise que j'emploie le terme race pour pas qu'il y ait de confusion, parce que c'est le terme qui était employé à cette époque-là, d'accord. Mais je rappelle que d'un point de vue scientifique, les races n'existent pas puisque nous sommes tous des Homo sapiens sapiens. Voilà. Alors ensuite, donc après avoir parlé des 3 premières races, voici ce qu'il dit à partir d'ici. La 4e classe des habitants de l'Égypte, principal objet de mes recherches, est formée des Coptes qui se trouvent en grand nombre au Caire et dans la Haute-Égypte. Ce sont sans doute les descendants des vrais et anciens Égyptiens. Ils en ont conservé les formes physiques, le langage, les mœurs et les usages. Leur origine paraît se perdre dans les siècles les plus reculés. Ils existaient dans le Saïd longtemps avant Dioclétien. Hérodote assure que les Égyptiens descendent des Abyssins et des Éthiopiens. Alors je rappelle que les Abyssins ce sont des Noirs. Tous les historiens s'accordent sur ce point avec Hérodote. Et les recherches que j'ai faites à cet égard m'engagent à adopter cette opinion. Voilà. Il rappelle dans un premier temps que selon Hérodote, les Égyptiens descendaient des Abyssins et des Éthiopiens, donc des Noirs. Et il rappelle que tous les historiens sont d'accord avec Hérodote sur ce point-là. Donc là encore, notez qu'il y a consensus du point de vue des historiens sur le fait que les Égyptiens de l'Antiquité étaient bien des Africains. Bien, donc, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et les recherches que j'ai faites à cet égard m'engagent à adopter cette opinion. Alors, il va préciser un peu plus loin quelles sont les recherches qu'il a faites. Alors, à partir d'ici, tous ces traits se remarquent dans des nuances peu sensibles chez les Coptes ou vrais Égyptiens. On les retrouve aussi dans les têtes des statues anciennes, surtout dans celles des sphinx. Pour vérifier ces faits, j'ai recueilli un certain nombre de crânes dans plusieurs cimetières des Coptes, dont la démolition avait été nécessitée par des travaux publics. Je les ai comparés avec ceux des autres races, dont j'avais fait aussi une riche collection, surtout avec ceux de quelques Abyssins et Éthiopiens que je m'étais également procurés. Et je me suis convaincu que ces 2 espèces de crânes présentaient à peu près les mêmes formes. Voilà. Donc là, il dit qu'il a comparé des crânes de Coptes avec des crânes d'autres races et il a constaté que, eh bien, il y avait similitude avec les crânes des Éthiopiens. Il poursuit. La visite que j'ai faite aux pyramides de Saqqara m'a mis à portée de dépouiller un assez grand nombre de momies, dont les crânes m'ont offert les mêmes caractères que les premiers, tels que la saillie des pommettes et des arcades zygomatiques, la forme particulière des fosses nasales et le peu de saillie des arcades alvéolaires. Les divers parallèles que je viens d'établir, les relations qui ont toujours existé et qui existent encore entre les Abyssins et les Coptes, la concordance de leurs usages, de leurs mœurs et même de leur culte, me paraissent suffisamment prouver que les Égyptiens descendent réellement des Abyssins et des Éthiopiens. Voilà donc la conclusion de ce médecin. Il tire les mêmes conclusions que son collègue allemand Blumenbach, et on voit que cet homme, qui n'était pas un afrocentriste, je le rappelle, on voit ici que cet homme, qui était le médecin en chef de l'armée française, arrive à cette conclusion que les Égyptiens de l'Antiquité étaient bien des Noirs. 10 ans après ces conclusions, le docteur Larrey va publier ce tableau qui résume en quelque sorte les résultats de ses recherches. Donc on retrouve effectivement ici les 4 classes qu'il a étudiées lorsqu'il était en Égypte, les Mamelouks qui descendent des Caucasiens, les Turcs qui descendent des Turcs, les Arabes qui viennent d'Arabie, de Mauritanie et de différents déserts, et les Coptes qui eux
effectivement descendent des anciens Égyptiens, qui eux-mêmes descendent des Abyssins et des Éthiopiens, donc des habitants du continent noir. Voilà, donc on voit ici que 10 ans après, l'opinion du docteur Larrey n'avait pas bougé, n'avait pas changé. Il y avait eu à l'époque d'autres recherches, d'autres études qui avaient été menées, et globalement il y avait effectivement une sorte de consensus sur le fait que les ancêtres des Égyptiens c'était bien les Africains. Donc il y avait effectivement une sorte de consensus qui s'est installé. Vous savez, lorsque vous avez le médecin en chef de l'armée française qui publie des résultats disant que les anciens Égyptiens venaient d'Afrique, et que ces résultats effectivement sont cohérents avec d'autres résultats qui ont été menés, et bien effectivement ça commence, l'idée commence naturellement à prendre forme au sein de la société. On n'a évidemment pas la possibilité de parler de tous les travaux et de tous les personnages qui se sont intéressés à cette question à cette époque-là. On n'en a pas le temps. Mais on va finir cet épisode en parlant d'un homme éminent dans l'histoire de France, et c'est l'abbé Grégoire. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, la République a honoré aujourd'hui 3 figures de la Révolution. Condorcet, Monge et l'abbé Grégoire sont entrés au Panthéon. Des éveilleurs d'avenir, a dit Jack Lang, des hommes de l'avant, des hommes de rupture. Michel Vial. Une vaste toile peinte portée par des normaliens, des polytechniciens, des élèves du lycée Condorcet et 6 sénégalaises de l'île de Gorée encadrées par 100 tambours. L'escorte solennelle qui remontait ce soir la rue Soufflot constituait le symbole de l'action de ces 3 intellectuels en révolution. Un philosophe, un ecclésiastique et un géomètre, 3 figures emblématiques choisies pour avoir su concilier morale et politique, des éveilleurs de l'avenir, soulignait Jack Lang, qui rendaient hommage à leur génie intrépide. Révolutionnaire en votre temps, vous l'étiez. Révolutionnaire en notre temps, vous le demeurez. Alors, salut et fraternité. Bienvenue chez vous, dans le temple de la République, dans le Parlement fantôme des hommes libres, égaux et fraternels. Alors, qui est cet homme qui est honoré par la nation, qui entre au Panthéon en 1989 ? Alors, l'abbé Grégoire, de son nom Henri Grégoire, à l'origine, c'est un prélat religieux qui, pendant la Révolution française, va rejoindre le tiers-état, qui va siéger en tant que membre du clergé. Il va également être membre de l'Assemblée constituante. Et il va vraiment jouer un rôle majeur, et au point de devenir l'une des figures charismatiques de la Révolution française. Il va être l'un des concepteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment du premier article. Le premier article de cette déclaration dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », et on sait que c'est l'abbé Grégoire qui est notamment à l'origine de cette phrase. Mais ce qui va le caractériser, c'est 2 choses. D'abord, c'est l'abolition des privilèges, et c'est aussi l'abolition de l'esclavage. Il a aussi combattu la stigmatisation qui était faite à l'endroit des Juifs. Il va vivement combattre l'esclavage. Et on se doute que s'il n'y avait pas eu le combat de l'abbé Grégoire, la France n'aurait vraisemblablement pas aboli l'esclavage en 1794. Trop longtemps délaissé par l'histoire. Qui vous connaît vraiment? Pourquoi l'abbé Grégoire? Parce que c'était un homme de haute qualité intellectuelle et morale. Religieux, certes, mais d'abord un être humain. Un être humain qui avait l'amour en lui. L'amour d'abord de ceux qui étaient ses fidèles lorsqu'il se trouvait dans un petit village de Lorraine. L'amour de l'égalité entre les hommes. Et il s'est fait connaître, avant même la Révolution française, par un texte très important, visant à faire reconnaître les Noirs et les Juifs comme des êtres humains à part entière qu'il fallait intégrer dans l'ensemble de la communauté.
Et quelques années plus tard, l'esclavage va être rétabli. En 1802, la France est sous le régime du consulat, Napoléon est le premier consul, et officiellement l'esclavage est rétabli en mai 1802. Et là, l'abbé Grégoire va vivement s'opposer à Napoléon. En 1808, il va publier un livre très intéressant. De toutes les manières dont il s'est opposé à Napoléon, la plus importante a peut-être été ce livre. Alors ce livre, il a publié en 1808 pour démontrer que, contrairement à ce que certaines personnes croient, les Noirs ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité. Alors ce livre, il a donné pour titre « De la littérature des nègres » ou « Recherche sur leurs facultés intellectuelles, leur qualité morale et leur littérature », suivi de notices sur la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués par les sciences, les lettres et les arts, par Henri Grégoire. Ancien évêque de Blois, membre du Sénat conservateur de l'Institut national de la Société royale des sciences de Göttingen, etc., etc., etc. Donc ce livre est vraiment très intéressant, alors que certains ont estimé que les Noirs n'étaient pas suffisamment entrés dans l'histoire. Je pense qu'ils auraient été inspirés de lire ce livre-là. À partir de la page 8 de ce livre, l'abbé Grégoire va donner son opinion sur cette question de l'origine des anciens Égyptiens. Et donc, il va, lui, montrer qu'il est partisan du fait que les anciens Égyptiens étaient bien des Noirs. Et il va expliquer pourquoi. Alors, à partir de la page 8, il va dire « Pinkerton croit ceci d'origine assyrienne ou arabe ». Donc ceci, le paragraphe précédent, montre qu'il parle des Égyptiens. Erin paraît mieux fondé en les faisant descendre des Éthiopiens qui eux-mêmes, selon Diodore de Sicile, regardaient les Égyptiens comme une de leurs colonies. Plus on remonte vers l'Antiquité, plus on trouve de relations entre leurs pays respectifs. Même écriture, même mœurs, mêmes usages, le culte des animaux encore subsistant chez presque tous les peuples nègres était celui des Égyptiens. Leur forme était celle des nègres un peu blanchis par l'effet du climat. Hérodote assure que les Kolches sont originairement égyptiens parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ce témoignage infirme les raisonnements de Braun. Alors Braun, c'est aussi un scientifique qui avait écrit un livre en 1800 pour dire que lui n'était pas d'accord avec l'idée que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Voilà, donc là, ici, l'abbé Grégoire le contredit. Donc ce témoignage infirme les raisonnements de Braun. Les expressions d'Hérodote, dit-il, signifient seulement que les Égyptiens ont un teint basané et des cheveux crépus, comparativement aux Grecs, mais elle n'indique pas des nègres. Voilà, donc ça c'est ce que dit Braun. Alors voici la réponse de l'abbé Grégoire. À cette assertion de Braun, il ne manque que la preuve. Le texte d'Hérodote est clair et précis. Voilà. Donc là, parlons de Braun, l'abbé Grégoire dit que lui n'avance aucune preuve. C'est-à-dire que Hérodote, juste pour rappel, dans ses écrits, disait que les Égyptiens étaient noirs. Et donc Braun bien fait dire à Hérodote ce qu'il n'a pas dit. Braun dit que Hérodote, ce qu'il a voulu dire, c'est que les Égyptiens avaient la peau basanée. Voilà, et donc l'abbé Grégoire répond, mais lui n'avance aucune preuve. Voilà, le texte d'Hérodote est clair et précis. Et l'abbé Grégoire a parfaitement raison, parce que le terme grec qu'emploie Hérodote, c'est le terme mélanos. D'accord ? Et mélanos, dans la langue grecque, c'est le terme le plus fort pour désigner une personne noire. Voilà, c'est pour ça que l'abbé Grégoire dit bien le texte d'Hérodote est clair et précis. Je continue. Tout concourt donc à fortifier le système de Volney, donc je reviendrai prochainement sur le conte de Volney, qui voit dans les Coptes les représentants des Égyptiens. Ils ont un ton de peau jaunâtre et fumeux, le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse. En un mot, la figure mulâtre.
Fondée sur les mêmes observations, Lédia croit à l'identité des nègres et des coptes. Le médecin Franck, qui était de l'expédition d'Égypte, appuie cette opinion par le rapprochement des usages, tels que la circoncision et l'excision pratiquées chez les coptes et chez les nègres, usages qui, au rapport de Ludolphe, se sont conservés chez les Éthiopiens. Donc là, ici, il cite plusieurs experts qui eux aussi sont arrivés à la conclusion que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Blumenbach, dont nous avons parlé tout à l'heure, a remarqué dans des crânes de momies ce qui caractérise la race nègre. Cuvier n'y trouve pas cette conformité de structure. Ces deux témoignages imposants, mais en apparence contradictoires, se concilient en admettant, comme Blumenbach, trois variétés égyptiennes, dont une rappelle la figure des hindous, une autre celle des nègres, une troisième propre au climat de l'Égypte, dépend des influences locales. Les deux premières s'y confondent par le laps de temps. La seconde, qui est celle du nègre, se reproduit, dit Blumenbach, dans la figure du sphinx. Ici, Braun vient encore s'inscrire en faux. Il prétend que la statue du sphinx est tellement dégradée qu'il est impossible d'assigner son véritable caractère. Et Meiners doute si les figures du sphinx représentent des héros ou des génies malfaisants. Ce sentiment est combattu par l'inspection des sphinx dessinés dans Caylus, Norden, Niebourg et Cassas, examinés sur les lieux par les trois derniers et depuis par Volney et Olivier. Il lui trouve la figure éthiopienne. D'où Volney conclut qu'à la race noire, aujourd'hui esclave, nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Grégory, dans ses essais historiques et moraux, nous reporte au siècle antique pour montrer pareillement dans les nègres nos maîtres en sciences, car ces Égyptiens, chez lesquels Pythagore et d'autres Grecs allaient puiser la philosophie, n'étaient, selon plusieurs écrivains, que des nègres, dont les traits natifs furent décomposés et modifiés par le mélange successif des Grecs, des Romains et des Sarrasins, etc. Donc je ne vais pas vous lire toute son argumentation, mais très clairement l'abbé Grégoire montre qu'il était absolument convaincu de deux choses. D'abord que les anciens Égyptiens c'était des nègres et que c'est bien à l'Égypte que l'Europe doit la civilisation tout entière. Il va quand même donner une précision au début du chapitre 2 de son livre. Au début du chapitre 2, il dit ceci: l'opinion de l'infériorité des nègres n'est pas nouvelle. La prétendue supériorité des blancs n'a pour défenseur que des blancs, juges et partis, et dont on pourrait d'abord discuter la compétence avant d'attaquer leur décision. Donc là, l'abbé Grégoire dit, parce qu'à son époque c'était comme ça, on considérait que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir, mais lui dit, mais qui a décrété que le blanc était supérieur au noir? Eh bien, ce sont les blancs eux-mêmes. Ce sont les blancs qui, en tant que juges et partis, ont fait cette classification et au demeurant, ils n'avaient aucune légitimité et aucune compétence pour le faire. Et il va en fait démontrer que si on s'en tient à l'histoire et de manière objective, eh bien ce serait plutôt le contraire. Parce que les civilisateurs de l'Europe, ce sont les Égyptiens. Et les Égyptiens, comme il le défend dans son livre, ce sont des nègres. Voilà donc quelle était la pensée de cet éminent personnage de la République française. Et quand il dit dans son texte que les Blancs sont juges et partis, il nous permet déjà ici d'entrevoir les raisons pour lesquelles l'égyptologie officielle va contester et finalement rejeter l'idée que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Nous en reparlerons dans les prochains épisodes. Donc nous avons vu, sans être exhaustif, que le fait selon lequel les Égyptiens étaient des nègres était défendu à l'époque par de nombreux experts européens. Et je rappelle qu'en ce temps-là, défendre cette idée en public demandait du courage. Car à cette époque-là, les Noirs n'avaient aucune valeur, les Noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Donc dire publiquement
que l'homme noir était à l'origine de la civilisation, eh bien ça demandait du courage. On sait par exemple que l'abbé Grégoire avait de nombreux ennemis parmi les propriétaires d'esclaves. Donc on ne tenait pas ce genre de propos publiquement si on n'était pas absolument convaincu de la véracité de ce que l'on disait et si on n'avait pas du courage et de l'honnêteté. C'est pour ça d'ailleurs que l'abbé Grégoire va dédicacer son livre. Tout au début, il va rédiger une dédicace que je vais vous lire. Alors, voici ce qu'il dit. À tous les hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs et sans mêler, soit par leurs ouvrages, soit par leurs discours dans les assemblées politiques, dans les sociétés établies pour l'abolition de la traite, le soulagement et la liberté des esclaves. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour un prochain épisode.